Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Titre. Titre, c'est le podcast qui à chaque épisode vous fait découvrir un roman avec son auteur en l'abordant et en le racontant par son titre. Cette semaine, j'ai le plaisir de recevoir Judith Elmaleh. Bonjour Judith. Bonjour. Judith Elmaleh, vous êtes autrice pour la télévision, le théâtre et le cinéma. Vous êtes aussi metteuse en scène, notamment de spectacles humoristiques. Mais si nous sommes ensemble aujourd'hui, c'est pour votre très beau premier roman, Une reine, publié en format poche aux éditions Pocket. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci à vous. Alors, Une reine raconte 2 histoires, celle de 2 femmes que 2 générations séparent. Il y a Mimi et il y a Anna. Mimi vit à Casablanca et a été mariée de force à 14 ans. Anna, sa petite fille, vit à Paris et divorce pour la seconde fois. À peine arrivée dans son nouvel appartement, Anna éprouve un besoin irrépressible de se rendre à Casablanca auprès de Mimi. Elle doit, pour avancer, retrouver ses racines, mais aussi et surtout lever le voile sur un lourd secret de famille. Une reine, c'est un livre inspiré de votre histoire. C'est un texte qui parle de la famille, du poids des traditions et des sacrifices que les uns doivent faire dans l'intérêt des autres. C'est un roman qui aborde avec beaucoup de lumière le poids des non-dits et les valises que l'on se traîne de génération en génération. Enfin, c'est aussi un texte qui, à travers le sujet du couple, de la rupture et de l'amour, met en scène la question de l'indépendance des femmes. Alors, Judith Elmaleh, pourquoi avoir choisi ce titre, Une reine ? Alors ce titre, déjà, je prends une grande inspiration de l'histoire de ma grand-mère. Quand je pense à elle, c'est les mots qui me viennent. C'est une reine, pas la reine, mais une reine. C'est-à-dire une reine de tous les jours, une reine de son foyer, une reine pour moi. Et une reine, c'est aussi qu'il y en a plein d'autres femmes qui ont avec tous les attributs d'une reine, c'est-à-dire le sacrifice, la dignité, on se plaignait jamais, on essayait de transmettre une tradition familiale tant bien que mal. Et donc, j'avais besoin de parler de ces femmes-là qui sont jamais dans la lumière, comme des reines, et en particulier de ma grand-mère. Alors, vous l'avez dit, Une reine fait référence à votre grand-mère, mais est-ce que le titre raconte aussi des choses des autres personnages, et notamment d'Anna ? Oui, un petit peu, parce que Anna, c'est un peu moi, même si l'histoire est un peu romancée. Mais mon père, quand j'étais petite, il inventait beaucoup d'histoires. Et je pense maintenant que s'il inventait des histoires, c'est pour ne pas raconter sa propre histoire. Il l'a cachée, il avait beaucoup de pudeur avec son histoire. Et dans une des histoires qu'il me racontait, c'est que le jour de mon anniversaire tombait le même jour que celui du roi au Maroc. Et donc, forcément, la ville était pavoisée avec des décorations, des drapeaux, des guirlandes, des fontaines, etc. Et il me faisait croire que c'était pour mon anniversaire qu'il avait organisé tout ça. Et de manière très sérieuse, il passait dans les rues et il me disait oh, ils m'ont encore mis les guirlandes de travers. Attends, il faut qu'il m'arrange ça. Et ça, c'était mon père. J'étais sa reine à lui. Et souvent, quand on dit ma reine à son enfant, etc., c'est pas anodin. C'est qu'on les met sur un piédestal. Et maintenant, quand je vois comment mon père m'appelait, je pense aussi que il voulait inconsciemment transmettre un peu de sa mère à moi. Faire une espèce de raccourci. C'est comme ça que je le ressens, en tout cas. La reine, selon la définition du Robert, c'est bien sûr l'épouse d'un roi, mais c'est aussi la femme qui détient l'autorité d'un royaume. Qu'est-ce que cette définition vous évoque et comment vous définiriez une reine ? Alors moi, je vais faire appel, et c'est la première fois que j'y pense, à la reine des échecs. La reine des échecs, elle a le droit d'aller où elle veut, quand elle veut, et avec le nombre de cases qu'elle veut, contrairement au roi, qui,
c'est l'ultime victoire quand on a battu le roi, mais il a très peu de marge de manœuvre. Il est obligé de... La reine, elle a moins de pouvoir, mais elle est beaucoup plus importante dans un jeu d'échecs. Donc, peut-être c'est cette reine que j'aime bien, tout en étant une associée loyale et fidèle au roi, mais elle a beaucoup plus de marge de manœuvre. Donc, c'est plus cette reine-là que j'aime bien. Le roman aborde la question des non-dits. Anna se rend compte que beaucoup d'aspects de la vie de son père et de ses oncles sont tus. Rétrospectivement, quels ont été l'impact de ces non-dits sur votre construction, sachant que ces non-dits se sont beaucoup cachés derrière l'humour? Déjà, premier impact, c'est un langage ou teinté d'humour à tout va. C'est génial, c'est marrant. Mais quand on est adolescent, on sent quelque chose qui manque. Quand tout le monde rigole tout le temps, qu'on a envie de parler de ses états d'âme, etc. Et que c'est pas que rien n'est pris au sérieux, c'est qu'on ne peut pas se poser et s'arrêter. Parce que je pense que c'est la peur que le secret remonte, que la vérité se mette à flotter. Et donc, dans une eau agitée, rien ne remonte à la surface. Donc, il y avait beaucoup d'agitation, beaucoup, beaucoup de rire. J'ai aucun souvenir malheureux de réunion familiale. Tant mieux, quelque part, parce qu'il y a des familles où le secret est gardé et il y a une gravité. Là, j'ai échappé à la gravité. J'ai eu la chance d'avoir des moments heureux, des moments joyeux, beaucoup d'humour, beaucoup de rigolade. Mais toujours est-il que je sentais qu'il manquait quelque chose. Je sentais que si on se posait là tous et on parlait sérieusement, il y allait y avoir quelque chose qui allait remonter à la surface. Et je le sentais, mais totalement inconsciemment. Et en même temps, quand je l'ai su, ça a remis les pièces du puzzle de manière rapide et automatique. Est-ce que vous pensez que ne pas dire, c'est protéger? Oui, jusqu'à un certain point. Et dans leur mentalité de l'époque. À aucun moment, je me suis dit, ils m'ont caché parce que c'est des gens pernicieux, etc. Je pense vraiment que... Puis, il ne faut pas oublier une chose, c'est que la psychologie, à l'époque, surtout au Maroc, dans ces années-là, ils ne connaissaient pas. Les traumatismes, tout ça, au contraire, on était brutal, pour ne pas souffrir, on n'en parlait pas des choses. Enfin, c'était le contraire de ce qui se passe maintenant. Maintenant, on doit parler pour ne pas souffrir. Avant, pour ne pas souffrir, on ne parlait pas. Et donc, je comprends ça. Je comprends l'intention de ne pas nous gâcher la vie. C'était leur histoires. Et aussi, c'est leur façon aussi d'avancer. Ils avaient fort à faire avec plein d'enfants, des contraintes logistiques, de survie. Donc, je pense que c'est pour nous protéger qu'ils ont fait ça et pour continuer à vivre, légèrement, un peu plus légèrement. Maintenant, moi, si je dois parler de mon cas personnel, j'ai 2 enfants et je pense que dire sincèrement les choses, c'est pas grave. On pense qu'on va tout casser, etc. Ben non. En fait, évidemment, à hauteur d'enfant. Mais je pense qu'il faut dire. Il faut dire les choses. Alors, peut-être qu'on ne serait pas aussi drôle si on avait dit les choses. Mais il faut dire. C'est tellement apaisant de savoir les choses parce qu'on sent tout le temps quand quelque chose n'est pas dit. Et on s'en veut de ressentir une gêne alors qu'on la ressent à bon escient. C'est parce qu'il y a quelque chose qui plane. Le livre évoque aussi le rapport à la solitude, ou du moins, il porte un regard sur la solitude. Pourquoi, pour le personnage d'Anna, le sentiment de solitude est pire qu'être malheureuse avec quelqu'un? Ça a été mon cas pendant longtemps. Souvent, je disais, je préfère être mal accompagnée que seule. Parce que je sais pas, c'est social, c'est aussi une culture où, et d'ailleurs, la preuve, ma grand-mère s'est mariée très tôt, où le mariage est indispensable, j'allais dire, les enfants, le couple, être en couple, c'était pas être une femme seule. L'image de la femme seule est quelque chose de terrorisant
Pendant longtemps, ça vraiment. Et puis c'est encore le cas dans beaucoup de cultures et même partout, quoi. Et, terrorisant surtout pour dans le regard des autres. Donc moi j'ai vécu beaucoup avec ça. C'est oula, je vais pas rester célibataire, quelle catastrophe. Et donc j'ai comme Anna divorcé 2 fois. Et alors j'avais une double injonction dans ma vie de femme. C'est donc j'avais cette injonction sociale de il faut se marier et une injonction beaucoup plus tacite et beaucoup plus étonnante venant de la part de ma grand-mère qui m'avait dit quand je me suis mariée, si tu n'es pas heureuse, tu t'en vas. Et venant d'elle, c'est quand même quelque chose d'important. Jamais j'aurais pensé que ma grand-mère m'aurait dit une chose pareille. Et c'est un peu ça qui m'a mis une puce à l'oreille de dire il y a quelque chose qui ne va pas dans ce que je vois au quotidien avec mes grands-parents, mes parents, etc. Cette solitude, elle est aussi associée dans le roman au manque de tradition. Oui. En quoi la tradition est un réconfort et en quoi elle apporte un cadre? La tradition, moi, c'est quelque chose c'est une vraie question pour moi parce qu'on a vécu dans des traditions très fortes au Maroc. Tous les vendredis soirs, réunion familiale, personne ne sortait, on s'habillait bien, on se mettait à table. Et c'est un lieu d'échange et c'est un rendez-vous. Moi, j'essaye de le faire, mais pas de manière religieuse, mais de manière traditionnelle, parce que c'est un rendez-vous. Quand on sait que le vendredi soir, on va se retrouver face à ses parents, ses frères et sœurs, ses oncles, tantes, ma grand-mère, eh bien, la vie n'est pas pareille. La vie, elle a des points de comment dire, d'ancrage, voilà, et un point où on fait le point. Alors que tu as passé une bonne semaine, je vais pas lui dire maintenant, je lui dirai le vendredi soir. Il y a un rendez-vous comme ça qui est extrêmement structurant, je trouve. Et puis où chacun a son moment. Il y a un regard sur l'autre. Il y a t'as grandi, il y a t'as changé de c'est des choses aussi anodines que ça, mais c'est des regards. Et c'est vrai que en arrivant dans un autre pays avec d'autres traditions, d'autres activités, ça manque parfois de pas avoir ce rendez-vous. Moi, je compare aussi au Noël, mais le Noël, c'est une fois par an. On avait Noël toutes les semaines où on se retrouvait en famille, les discussions, etc. C'était plus dilué dans le temps. Et oui, et donc ça me manquait. Pas enfant, mais ça me manquait quand j'étais adulte, j'arrivais en France et qu'un vendredi soir, je me retrouvais toute seule. Et je pensais, en fait, c'est ça qui crée la solitude. Je savais que loin, il y avait des familles qui se réunissaient le vendredi soir, pendant que moi, j'étais là avec mon yaourt devant la télé. Et là, c'est une grande solitude. Très, très grande solitude, c'est de dire, je suis pas au rendez-vous. Je suis pas... Et en même temps, il y a une certaine liberté. Je peux sortir là, j'ouvre ma porte, je sors, je suis dans Paris, je refais des rencontres et je fais ce que je veux. Donc c'est une vie entre ces deux mondes-là, ces deux états-là, quoi. Tout au long du livre, il y a en filigrane la question de l'abnégation. Pourquoi est-ce si difficile en tant que femme de se faire passer avant le reste et quel est le rapport d'une reine à l'abnégation? Alors oui, c'est une grande question, l'abnégation. On a été élevé pour abnéguer. Il n'existe pas ce mot, mais on a été élevé à ça, à la mère. Alors, il y a la fonction de maman aussi qui veut ça. Mais c'est un peu comme la reine du jeu d'échecs. Elle fait ce qu'elle veut. Elle fait tellement de choses. Elle va, elle vient, etc. Et finalement, c'est le roi qui a le dernier mot. Donc, c'est plus une abnégation d'image dans un foyer. J'ai pas l'impression que l'importance des femmes dans ma famille en tout cas a été mise de côté, mais c'est juste elles ont moins voix au chapitre, elles sont moins considérées comme en tout cas pour ma grand-mère. Son individualité n'a jamais été considérée. Ses envies personnelles, son
enfin, il y a rien qui a été considéré dans sa personne en tant qu'individu. Ces actions ont été limitées? Comment? Ces actions ont Oui, été... ces actions ont été limitées, bien sûr. Quand ma grand-mère m'a dit: «J'aurais tellement aimé divorcer», c'est un monde qui s'est écroulé pour moi. Parce que, enfin, c'était déjà, elle parlait d'une chose qui la concernait qu'elle, et puis elle se désolidarisait de toute une vie que j'avais sous les yeux, et en même temps, elle m'a beaucoup éclairée. Moi, j'aime beaucoup dire ça, c'est que cette grand-mère que j'ai eue, elle était analphabète, elle savait ni lire ni écrire, mais elle avait une espèce de vision, une espèce d'intelligence, un raisonnement, qui était assez incroyable à l'époque, pour me dire: «Moi, j'aurais aimé divorcer, soit sens-toi libre», et cetera. Elle voyait ce qui était faisable, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui vivaient comme elle, qui ne voyaient pas, les possibilités, qui ne les envisageaient même pas. Elle savait ce qu'elle perdait. Ben justement, une reine met aussi en scène les disparités de droits entre générations, Ouais. notamment entre générations de femmes. La grand-mère d'Anna a eu moins de liberté, moins de possibilités qu'Anna. Elle a notamment pas pu divorcer. Qu'est-ce que vous aimeriez que votre génération de femmes lègue à celle de vos enfants? C'est une très bonne question. Bah, la liberté, évidemment. La liberté, ne pas avoir peur de la solitude et du désaccord social. C'est ça qui va pas, souvent. C'est qu'on a peur, en tant que femme, moins les hommes, j'ai l'impression, Ouais. de subir un désaccord social. Qu'est-ce qu'elle est complètement, elle est particulière, elle est trop libre. En tout cas, de ma génération, ça a été le cas souvent, et surtout dans ma culture. Et mais je suis pas. J'absorbe aussi ma culture. Je suis pas contre ma culture. Je comprends d'où on vient, mais c'est juste de ne pas se faire écraser par le regard de l'autre, en fait, qui a été très, très important pour moi dans ma construction, et dans ma culture. Et en fait, ça sert à rien. Ça m'a servi à rien personnellement. C'est d'essayer d'être connecté à ce qu'on a au fond de soi, et ce dont on a vraiment envie, pas pour faire la folle ou la rebelle ou etc. Et y aller tranquillement. On trouvera toujours quelqu'un en accord avec soi si on est en accord avec soi. Et ça, je l'ai compris bien tard dans ma vie. C'est de dire, bah non, j'ai envie de faire ça comme ça, d'être déjà en accord avec moi-même. Après, le reste, ça vient. Après, on rencontre les personnes qu'il faut, et on fait les choses qui nous ressemblent. Dans le roman, il y a aussi beaucoup la peur de décevoir, de ne pas être légitime. Oui. Pourquoi? Alors ça, c'est... ça, je pense que c'est pareil. C'est mon éducation de fille, avec les peurs de mes parents. Enfin, moi, j'ai eu un décalage dans ma vie adolescente grâce et à cause de la littérature. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup lu. J'avais que ça à faire au Maroc. J'avais une tante qui avait une énorme bibliothèque. Mes parents n'avaient pas les moyens d'acheter tous ces livres, et donc elle me les prêtait. J'allais comme à la bibliothèque chez elle, et elle avait tout. Et j'ai lu et relu des livres, et donc je voyais des destins de femmes complètement dingues, et en même temps, moi, j'étais dans un espèce de cadre assez, pas du tout dur ni rien, mais ça correspondait pas. Les deux images ne correspondaient pas. Et donc, si vous voulez, je pense que c'est là où je me suis sentie illégitime. C'est-à-dire, il y a des femmes dans les romans, et il y a des femmes en vrai, bah, elles n'ont pas droit à tout ça. Et je me souviens, Le Bel du Seigneur, j'ai dû le lire je sais pas combien de fois, adolescente. Et je me dis, mais en fait, est-ce que c'est un vrai monde? Est-ce que, enfin, et donc c'est pour ça que je me suis jamais sentie légitime, c'est que pour moi, tout ce qu'on racontait dans les livres, en tout cas jeune, hein, ça n'existait pas. Et en fait, ça existe. Parfois, c'est peut-être même plus fou. Ouais, exactement. Anna, chez sa grand-mère, tombe sur une feuille de papier où sont griffonnés des chiffres. Et là, elle réalise que Mimi ne sait pas écrire, et elle se pose cette question. Comment conserve-t-on ses pensées quand on ne sait ni lire ni écrire?
Comment être sûr de ne pas les oublier? Qu'est-ce que ce passage raconte du devoir de mémoire? Euh, Ça raconte, déjà oui, devoir de mémoire, le fait que ma grand-mère ne sache pas lire et que moi j'ai écrit un livre sur elle. Pour moi, c'est à chaque fois ça m'émeut quand j'y pense. Et parfois, quand j'ai fait des interviews comme ici, enfin, où j'ai été présenter le livre, même au Maroc, etc. Et j'ai envie de lui parler, de lui dire, tu as vu, regarde ce qu'on fait toutes les deux. Regarde, tu savais pas lire, mais voilà, il y a un livre sur toi, les gens s'intéressent à toi, à ta vie, etc. Et enfin, le devoir de mémoire, elle a eu d'autant plus de difficultés à l'observer qu'elle n'avait pas les mots pour le dire, pour le raconter. Donc, elle a été obligée de, comment dire, comme c'était une femme intelligente, de le conceptualiser. Elle avait des espèces de saillies comme ça. J'aurais dû divorcer. Si t'es pas heureuse, va-t'en. Mais à mon avis, c'est parce que ça tournait beaucoup dans sa tête et qu'elle nous a. Et le fait de savoir lire, enfin, de savoir écrire, je pense que moi, je l'ai pris comme un devoir vis-à-vis de ma grand-mère. Je pense que j'ai une certaine culpabilité d'être libre aujourd'hui, de faire ce que je veux, de pouvoir divorcer, voilà, et de pouvoir écrire. Et donc, quelque part, j'avais un devoir d'écrire pour elle. Parce que c'est pas une mémoire, c'est la mémoire d'elle. La mémoire, c'est son souvenir à elle, c'est ce qu'elle va laisser elle. Et moi, je me sens comme une espèce de passeuse entre elle et les autres, entre elle et mes enfants. C'était ça aussi dont j'avais besoin. C'était quand on a un si lourd secret familial, et souvent les gens qui ont des secrets familiaux sont venus me parler, c'est qu'on est toujours tourné vers le passé. On est tout le temps là à attendre. Et le fait de le résoudre, ça nous permet aussi de nous occuper du futur, de nos enfants. Parce que je le dis aussi dans le livre, qu'avant, ma famille, c'était mes parents, mes grands-parents, c'était pas mon mari et mes enfants. J'avais cette déformation-là. Une reine, justement, c'est un roman sur le rapport à la famille. Et en l'occurrence, ici, une famille très présente et très importante pour Anna. Et ça a d'ailleurs des répercussions sur sa vie de couple. Et vous écrivez « Je ne m'étais jamais considérée comme la femme d'eux, la maman d'eux. Avant tout, j'étais la fille d'eux, la petite fille d'eux. Je ne m'étais jamais considérée non plus comme un individu maître de ses choix, de son destin. » Moi, j'ai envie de savoir, est-ce que le tout que constitue la famille a créé une absence de libre arbitre? Bien sûr, oui. Mais mais c'est consenti. C'est pas dans c'est pas dans la violence ou dans les interdits forts, mais c'est encore pire parce qu'on les a intégrés, ces interdits. Moi, j'ai habité seule très jeune, et pourtant j'avais tout ce background-là. Je suis partie à 17 ans du Maroc. Donc, j'aurais pu faire ce que je voulais, mais c'est ce background inconscient et tacite qui m'a coupé mes libertés. C'est pas parce que mes parents étaient là. C'est une emprise, pas une emprise, mais une présence invisible. C'est des années d'éducation, de conditionnement, de ce que c'est qu'être une femme. Mais je dois dire même que mes parents, eux-mêmes, ont évolué là-dedans. Ils ont eu cette intelligence-là quand ils sont arrivés en France il y a 20 ans, et puis ils se sont adaptés à la société, au progrès. Et même au Maroc, ce n'est plus comme ça. Donc, quand on le remet dans le contexte, on comprend mieux, mais c'est vrai que c'était un manque de liberté terrible. Tout à l'heure, vous le disiez, Mimi faisait des saillies. Dans le livre, elle prononce une phrase qui m'a marquée. Alors qu'Anna lui demande de profiter de la vie, elle lui répond « C'est trop tard, ma fille. Toute ma vie, il a été trop tard parce que j'ai toujours tout fait trop tôt. » Déjà, quel regard portez-vous sur ces mots? Et quand sait-on qu'on fait les choses au bon moment? Parce qu'on n'est pas forcé, qu'on a envie. Et ma grand-mère, elle n'a jamais eu envie avant de faire les choses. Elle a été mariée de force, elle a eu des enfants parce que c'était un mariage déjà pour avoir des enfants. Et tout ce qu'elle a fait était de la contrainte. Et puis donc, même quand elle a eu des envies plus tard, elle les a bloquées, elle les a réfrénées. Je le raconte un peu dans le livre, mais par exemple, elle adorait les films romantiques
parce qu'elle était folle d'un chanteur égyptien un peu à l'eau de rose, etc. Elle était amoureuse de ce genre d'acteur, mais elle le faisait en cachette. C'était des envies qu'elle cachait, parce que pour elle, aucune envie personnelle n'était acceptable. Et elle a fini sa vie sans. Elle a été veuve assez rapidement, assez tôt dans sa vie, et elle aurait pu. Alors refaire sa vie, c'est encore autre chose, mais au moins voyager, se balader, enfin des trucs tout simples. Mais non, elle est restée dans sa tour à attendre. Enfin, c'est terrible. Mais parce que, enfin, si on n'apprend pas à avoir envie, ben les envies on les met de côté et voilà. Je pense que c'est ça, c'est de faire les choses parce qu'on a envie de les faire, parce qu'on veut les faire. C'est du désir. C'est ça qui nous emmène vers les choses. Et puis tous les désirs de ma grand-mère et de beaucoup de femmes ont été bloqués, complètement bloqués. C'est ça qui est terrible. Et donc, effectivement, quand elle a fait les choses très tôt et jamais avec envie, etc., ben, elle a pas le comment dire, le schéma cognitif pour aller vers ses envies, quoi. Et est-ce que vous pensez que le fait qu'elle se soit ouverte à vous a été aussi une manifestation d'une envie? Moi, je pense que c'est plus un devoir, parce qu'il y avait comme une connexion entre nous. Et elle s'est dit, bon, elle, je vais essayer de lui donner des indices pour qu'elle soit peut-être un peu plus libre que moi, peut-être qu'elle a vu quelqu'un qui allait prendre un relais. Peut-être je l'ai imaginé, je sais pas, mais en tout cas, je me sentais redevable de quelque chose. Mais j'ai mis beaucoup de temps à le ressentir. Quand le personnage d'Anna, quitte le Maroc après avoir passé un week-end auprès de Mimi, Anna dit « Le jour du départ, il m'était apparu clairement que pour lui rester loyale, j'avais comme elle souvent masqué mes faiblesses, mes sentiments, mes envies, obéissant ainsi au diktat tacite de ne jamais être en demande. Être forte, être une reine, se fait à quel prix ?» Au prix de pas avoir des bras qui nous consolent, au prix de pas se laisser aller à admettre que ben, là on est triste, là on a échoué, là c'est à ce prix-là. Et donc on reste tout le temps toute droite, tout et c'est quelque chose qui s'apprend en fait. Ne pas se plaindre. Moi, je me rappelle quand j'ai arrivé en France, alors les Français sont très forts là-dedans. Je dis, mais pourquoi ils se plaignent tous? Enfin, moi, j'étais tellement heureuse d'être à Paris. Et je trouvais que les gens se plaignaient beaucoup. Alors, c'est beaucoup. Mais parfois, il faut un peu se plaindre. Il faut oser avoir l'air un peu perdant pour pouvoir c'est qu'à ce prix-là qu'on se fait consoler. C'est à ce prix-là qu'on nous prend dans ses bras et on nous dit t'inquiète pas, ça va aller. Et en même temps, c'est une logique de réussite, d'avancer, de toujours rester debout, très dynamique, quoi. J'aimerais avoir les deux. Voilà, j'avance, et de temps en temps je m'arrête, je me plains et je continue. Mais voilà, c'est à ce prix-là, je pense aussi. Il y a une certaine image, une certaine aura. Mais bon, il y a personne qui peut venir. Enfin, les reines, on les console. Il y a personne. Il y a de la solitude dans le statut de reine. Ben oui. Il y a personne qui les console. Elles ont un duty, un devoir. Un devoir. Cette histoire, c'est aussi celle d'une rupture. Oui. D'un divorce. À un moment, Anna s'adresse à son ex-mari et lui demande pardon de ne pas avoir réussi à créer leur famille. Elle ajoute « J'avais l'impression de ne pas y avoir droit ». Au-delà de l'histoire personnelle de votre grand-mère, qu'est-ce qui provoque ce sentiment de ne pas avoir droit? Ben, en fait, c'est pareil, c'est la famille. La famille, c'était les ascendants, pas les descendants. Et donc, en gros, je me sentais... Enfin, on ne m'a pas transmis l'idée que j'allais moi-même
peut-être être la reine de mon foyer. On m'a pas transmis cette idée. On m'a pas transmis, ou en tout cas je l'ai pas intégrée, et peut-être j'avais envie d'être toujours la fille de mon papa. Et quand on est la fille de son papa, ben c'est difficile d'être une maman et d'avoir un conjoint, etc. Peut-être que c'est ça aussi, implicitement, inconsciemment, j'en sais rien. Alors maintenant, ça va mieux. Mais c'est ça aussi, c'est pour créer sa propre famille, il faut se sentir légitime, il faut se dire, je peux éduquer des enfants, je suis une adulte. Peut-être c'est le refus d'être une adulte, je sais pas. Est-ce qu'il faut savoir aussi couper d'une certaine façon avec sa famille ? Évidemment. Couper dans la... Oui, bien sûr. Pas radicalement, si mais... ma mère m'entend, voilà. Elle va me dire, quoi ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Mais bon, mais en même temps, c'est vrai, il faut savoir couper. Mais ça, c'est une autre problématique. C'est de couper aussi, avec un statut. Oui, de couper avec un statut. Et puis aussi, c'est l'immigration qui veut ça aussi. Quand on a été séparé de ses parents à 17 ans, là maintenant, ils vivent dans la même ville que moi, on reste encore plus enfant que quand on vit dans la même ville, parce qu'il y a une espèce de cassure brutale. À 17 ans, quand on est vécu au Maroc, on est encore un enfant. Et cette cassure brutale fait qu'on reste toujours un enfant, jusqu'à prendre conscience que voilà, il faut devenir adulte. Quelle fonction a eu le rire dans votre famille ? Adoucir ou occulter ? Les deux. Adoucir plus, et puis ça nous a permis de sortir de la pudeur, de sortir de maquiller. C'est plus de maquiller parce qu'on disait les choses, mais en rigolant. Voilà. C'est-à-dire, on pouvait se plaindre, mais il fallait une blague à la fin. Je sais pas, si on a mal à la tête, on va faire une blague sur le mal de tête. Et ça a été comme un exercice qui a fait que chacun a fait son... Moi, je dis souvent, c'est comme les boulangers. Après, ils font d'autres boulangers, mais chacun a sa recette pour faire un pain différent. Mais oui, c'est toujours très présent. C'est toujours très présent. J'ai jamais entendu dire mes parents, oh là là, on a passé une bonne soirée, le dîner était formidable, ou qu'est-ce que c'était intéressant. C'est plus qu'est-ce qu'on s'est marré, qu'est-ce qu'on a rigolé. C'est le barème. Si on a bien rigolé, on a passé une bonne soirée. Si quelqu'un nous a fait rire, c'est quelqu'un de génial. C'est l'unité de mesure, quoi. Dans le roman, Anna s'installe dans un nouvel appartement. Elle prend beaucoup de temps à vraiment s'installer, à le terminer. Pourquoi est-ce si compliqué de s'occuper de son intérieur, si vous voyez ce que je veux dire ? C'est très... Oui, alors, moi, j'ai en plus un problème de pas du tout matériel. Ça vient de là. J'ai un rapport aux objets terrible. C'est comme s'ils n'existaient pas. Et donc, quand on me plonge dans... Il faut se meubler, c'est un cauchemar pour moi. Mais est-ce que c'est pas aussi la difficulté de s'occuper de vous ? Oui, bien sûr, complètement. Je peux rester avec une table bancale pendant des mois, plutôt que de me dire, bon, je vais m'arranger ça, comme ça, j'aurai pas cet inconfort permanent. Ouais, c'est vrai. Je vais y réfléchir. mais mon prochain bouquin va parler de ça beaucoup. C'est de pas être dans le matériel. C'est quelque part... On m'a toujours dit que j'étais tête en l'air, mais pour moi, c'est un compliment, quoi. Je me suis fait engueuler par plein de profs. T'as oublié ta trousse, mais pour moi, rester près des objets, c'est un cauchemar. Je sais pas quoi faire avec, quoi. Enfin, pour finir, 2 questions. Est-ce que vous pouvez me donner un titre de chanson qui pourrait être la bande originale du livre ? C'est une chanson, bizarrement, de Whitney Houston, qui s'appelle... de Chaka Khan, je crois. I'm Every Woman. Ouais. À chaque fois, je pense... Il y a tellement de versions de femmes. Et en même temps, on est toutes ces versions. Donc, peut-être c'est ça.
comme ça à brûle pour point. C'est joli. Et enfin, est-ce que vous pouvez me donner un titre de roman qui vous a marqué dans votre vie? Je m'appelle à Cherlève. C'est un livre de Chaim Potok qui parle de... Ça se passe dans le milieu juif orthodoxe où c'est un jeune homme qui est extrêmement doué pour la peinture et qui doit quitter son milieu pour vivre son art. C'est un roman de libération et un roman de qu'est-ce qui fait que quand il y a une fibre artistique, il faut y aller ou pas. Donc c'est un vrai beau roman. Et sinon, adolescente, c'était Belle du Seigneur, mais je suis plus du tout d'accord avec ce qui se passait dedans. Trop romantique, trop pas la vraie vie, quoi. Merci beaucoup Judith Elmaleh d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je rappelle que votre premier roman Une reine est publié dans sa version poche aux éditions Pocket. Et merci à vous tous de nous avoir écoutés. Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. Hey guys, welcome to Giggly Squad, a place where we make fun of everything, but most importantly, ourselves. I'm Paige DeSorbo. I'm Hannah Berner. Welcome to the squad. Giggly Squad started on Summer House when we were giggling during an inappropriate time. But of course, we can't be managed. So we decided to start this podcast to continue giggling. We will make fun of pop culture news, we're watching, fashion trends, pep talks where we give advice, mental health moments, and games and guests. Listen to Giggly Squad on Acast or wherever you get your podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.